Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous sommes le vendredi 11 juin. Aujourd'hui, avec nous pour débattre, Najwa El Haïté. Bonjour, vous êtes docteur en droit, vice-présidente de Territoire de Progrès et vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Bonjour Valérie. Bonjour. Christine Bouillot, bonjour. Vous êtes journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Bonjour Valérie. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Arnaud Benedetti. Bonjour, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, et votre dernier livre, Le progrès est-il dangereux chez Humain Science? Et j'aime bien citer votre précédent ouvrage, Le coup de com' permanent. Vous pourriez... 2018, ouais. C'était visionnaire et on attend le tome 2 avec impatience. On va parler de cette peine pour Damien Tarel, condamné à 18 mois de prison dont 4 fermes. Que pensez-vous de cette peine? On va revenir sur les propos de Gérald Darmanin. Une victoire du Rassemblement national serait une marque satanique. Explication de texte, parce que les mots sont importants. Et puis Éric Zemmour, on n'a toujours pas évoqué, à chaque fois on n'a pas le temps d'évoquer le sujet. Doit-il être candidat? On en parle avec vous. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité culturelle, sociale, sociétale? Petit tour de table. Arnaud, on commence avec vous, avec de la culture. Ah oui, la culture. Je suis allé visiter l'exposition Napoléon à la Villette. Je la recommande parce que, au-delà des polémiques et des controverses qui ont agité un peu le débat sur Napoléon, c'est une exposition qui est très bien faite. D'abord parce qu'elle est chronologique, ce qui est important. Et je trouve que moi, pour enseigner, je me rends compte très souvent que nombre d'étudiants, y compris dans le supérieur, ont des problèmes, je veux dire, pour s'orienter chronologiquement dans l'histoire. Et quand même, la chronologie, c'est une très belle méthode. Ensuite, c'est 9 parties avec des ambiances. Donc, c'est l'environnement, j'allais dire, scénographique et vraiment très bien élaboré. Et puis c'est à la fois, je pense aux jeunes, c'est divertissant et c'est plein d'informations d'ordre historique pour qui veut comprendre ce destin quand même absolument exceptionnel qui est celui de Napoléon. Et on évite la géographie. C'est-à-dire qu'on problématise finalement les sujets qui peuvent faire polémique quand on lit la trajectoire de Napoléon, mais c'est, disons, quand même toujours très bien recontextualisé, ce qui nous évite parfois des lectures qui sont des lectures hâtives, disons, faites avec les lunettes d'aujourd'hui pour comprendre cette période. Donc c'est une belle exposition qui se tient, qui a été ouverte fin mai, et qui se tient jusqu'à la fin décembre, et donc je la recommande en tout cas à la fois pour ceux qui passent à Paris, en tout cas s'ils souhaitent se promener et aller à la rencontre de lieux de culture, et bien évidemment aux Parisiens aussi. Voilà. Bon, Jean-Luc, c'est également ça a trait à la culture, mais c'est plutôt un coup de gueule, Jean-Luc Benamias. Un de plus à ce niveau-là. Alors on fait la fête de la musique, très bien, mais il y aura la fête de la musique, mais on invente le truc, mais sans musique, si vous voulez. C'est-à-dire la fête de la musique, rappelons-le, inventée par Jacques Lang dans les années 80, début des années 80, c'est des groupes qui jouent devant les bars ou sur les places publiques. Non, là, non. Là, non, on n'a pas de groupe, c'est interdit de jouer devant les places publiques ou devant les cafés. Voilà, c'est pas original dans la période, puisque de toute façon, les complexités, on les voit à chaque fois. On fait sans faire. Voilà, donc je pense que ce sera... Je me mets à la place des forces de police et des forces de l'ordre pour faire respecter la fête de la musique sans musique. Je pense que ça va être extrêmement complexe. Oui, c'est effectivement assez étrange. Najwa, coup de cœur? Alors, mon coup de cœur va au Parlement européen qui s'est opposé hier à la Commission européenne concernant la levée temporaire des brevets protégeant les vaccins contre la Covid-19. Et ce, afin de développer leur production. Il n'y a pas si longtemps, je signais une tribune dans le Figaro avec différentes personnes du monde de la santé, des gens de la société civile, qui appelaient à aller dans ce sens. Donc nous, on est ravis de ce choix fait par le Parlement européen. Parce qu'il faut vraiment rappeler que tant qu'au niveau du monde entier, on ne sera
pas vaccinés, eh bien, la pandémie, elle risque de rebondir, elle risque de perpétuer son développement, d'autant que à aujourd'hui, le vaccin est un privilège, j'allais dire, de riches. Oui. C'est un privilège de riches et donc l'OMS a mis en place un programme qui s'appelle COVAX. Où ce qui est prévu, c'est de faire des dons de vaccins aux pays les plus en difficulté concernant leur programme de vaccination parce qu'ils n'ont pas assez de vaccins, aux pays les plus pauvres, mais il n'en demeure pas moins que c'est pas suffisamment efficace. D'où cette proposition que nous faisions, et là le Parlement européen, c'est une bonne nouvelle puisque il décide d'aller dans ce sens. La bonne nouvelle, et je terminerai par là, la bonne nouvelle aussi, c'est que vous avez les États-Unis, donc le président Joe Biden, qui annonce 500 millions de doses qui seront mises à la disposition donc de ce programme, donc COVAX. Et aujourd'hui, dans le cadre du G7, il y a donc un engagement pris de mettre à disposition 1 milliard de vaccins pour éradiquer la pandémie. Ouais. Donc ne jamais oublier que le combat contre la pandémie, c'est un combat national, mais aussi un combat à l'international qui doit être mené. Alors j'ai compris qu'on leur envoyait un certain nombre de doses. Je pense qu'on va leur envoyer le AstraZeneca dont plus personne ne veut, dont plus personne ne veut en France pour éviter de les jeter. Non, c'est ce qui va se passer. Vraisemblablement, oui, c'est ce que j'ai compris aussi. Oui, juste là-dessus sur la résolution du Parlement européen, ce qui est une bonne nouvelle. Hein. Le problème, c'est que c'est qu'une résolution. Voilà, c'est ça. C'est vrai que j'aurais pu le souligner, oui. Le Parlement, j'y étais suffisamment longtemps, en fait souvent, c'est bien, ça donne des indications, mais ça ne donne aucune obligation. Oui. Allez, et à suivre ce qui va se passer au G7 aussi. Oui, aussi, absolument. Pareil au G7, oui. Allez, on marque une pause, c'est l'heure du journal. On se retrouve tout de suite après avec votre coup de gueule, Christine Bouillot. Ça a trait au départemental. Et vous avez bien raison. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour débattre, commenter l'actualité. 0826 300 300 si vous voulez intervenir. On est avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Najwa El Haïté, docteur en droit, vice-présidente de Territoire de Progrès et auteur de Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous rédactez en chef, oui, vous coordonnez, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et on peut lire votre livre, Le progrès est-il dangereux, paru chez Humain Science. Damien Tarel, donc le gifleur, comme on l'appelle, d'Emmanuel Macron, condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes. Que pensez-vous de cette peine? Pour Gérald Darmanin, une victoire du RN serait une marque satanique. Et on va reparler d'Éric Zemmour qui souhaite peut-être, on ne sait pas, être candidat. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est de nature à gêner le Rassemblement national? Est-ce qu'il roule pour les LR? On va en parler avec vous. Et Christine Bouillot, votre coup de gueule, on n'avait pas terminé. Alors en fait, je vais vous expliquer un petit peu le cheminement. J'avais prévu de faire un coup de cœur avec le début de l'Euro, en me disant ça y est, on va parler sport et foot et jeux. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui. Mais voilà. Et en fait, en ouvrant mon courrier juste avant l'émission, j'ai reçu les professions de foi des candidats des départementales. Et je vous avouerai que j'ai tout soudainement réalisé que des millions de Français vont avoir, comme moi, la découverte, en tous les cas, vont réaliser que la semaine prochaine, outre les régionales, on va aussi voter pour le premier tour des élections départementales. Et là, un grand vide démocratique m'a envahi quelque part parce que les départements, c'est quand même, c'est toute l'aide sociale, hein, l'aide sociale à l'enfance, c'est le RSA, c'est l'aide à nos aînés, dont on a eu tant besoin pendant ces derniers mois avec la crise du Covid. C'est la protection du patrimoine, c'est le développement du tourisme, c'est la gestion de nos routes départementales, c'est le financement, et j'oublie des choses, du logement social, c'est la gestion de nos services d'incendie et de secours, les SDIS. Bon, enfin bref, la liste est longue et on peut
Les collèges, bien sûr, absolument, vous avez raison Arnaud. C'est terrifiant de s'apercevoir que ce scrutin est absolument transparent, illisible, en tous les cas pas illisible, c'est pas ça, mais on ne l'entend pas et on ne le voit pas sur le plan démocratique. Il n'y a aucun débat qui est organisé, qui est vu, qui est entendu de la part de nos leaders politiques, parce qu'on pourrait parler des médias, on pourrait dire, on pourrait nous balayer devant notre porte aussi, mais les leaders politiques, qui en parle? Oui, Qui en a parlé? Qui en a parlé? Personne. Donc c'est terrifiant parce que c'est un échelon aujourd'hui territorial qui est quand même capital, qui fait fonctionner, qui est du lien et qui devra fonctionner avec on va dire les nouvelles régions qui seront nouvellement élues après le deuxième tour dans 15 jours. Donc je trouve terrifiant ça parce que l'électeur va arriver dans le bureau de vote et ne saura pas pour qui voter. Donc je ne sais pas comment ça va se passer et je ne sais pas quel taux de participation il pourra y avoir pour ces élections départementales, puisque c'est un double scrutin les 2 prochains week-ends. Oui, vous avez raison, Arnaud. Oui, a priori, ça sera le même taux de participation, parce que mais c'est bien la difficulté de ces élections départementales, c'est qu'à partir du moment où elles sont couplées avec des élections régionales et où on voit que la dimension des élections régionales est tellement forte que c'est elle qui attire d'une certaine façon la lumière médiatique, et les élections départementales passent malheureusement, et je vous rejoins, tout à fait à côté du scope médiatique, parce que le département, c'est un échelon historique, c'est un échelon de proximité. Ça a été le premier échelon quand même qui a été activé au moment des lois de décentralisation en 1982, donc c'est extrêmement important. Vous l'avez justement rappelé, c'est toutes ces compétences. Alors, il y a peut-être un sujet, c'est de savoir est-ce que justement, je pense notamment aux zones rurales, où le département est beaucoup plus visible qu'il ne l'est dans les zones urbaines. Est-ce que les départementales ne vont pas peut-être servir de levier à une meilleure mobilisation? Enfin, c'est une hypothèse que j'émets, parce que c'est vrai que on vote parfois plus facilement dans les zones rurales que dans les grandes zones urbaines. Donc, est-ce que ça aura un effet sur la participation régionale? Ça, on le verra, mais il est tout à fait en effet regrettable que l'on n'accorde pas une attention suffisante à la fois politique et médiatique sur ce sujet. Alors, c'est vrai qu'en plus les élections des départements parfois donnent lieu à des majorités assez composites aussi. Donc, ce qu'on appelle les majorités départementales, qui peuvent parfois, dans certaines zones, dépasser les clivages politiques. Voilà. Oui, alors Jean-Luc, pardon. Il n'y a pas de mal. Allez-y. Allez-y, vous aviez commencé à prendre la parole. Le millefeuille institutionnel français est devenu totalement incompréhensible. Je rappelle juste que quand on a fait les grandes régions, il s'agissait au départ de supprimer les départements et de passer aux métropoles et aux interconnexions des communes. Ça n'a pas été fait. Alors maintenant, le mélange des 2 élections ensemble, je sais, j'en ai discuté pas mal. Je passe devant les panneaux et j'essaie de comprendre avec les gens. Moi, j'arrive à comprendre à peu près, mais personne ne comprend rien. Non. Parce qu'il y a les mêmes panneaux. Mais comme vous avez pu le voir, et c'est ça la complexité, c'est que c'est pas les mêmes formations qui soutiennent les mêmes formations. Ah non, c'est terrifiant. C'est d'une complexité absolue. Et le système électoral n'est pas le même. Je rappelle que pour être au second tour au cantonal, il faut faire 12,5% des inscrits, sauf si on arrive deuxième. Alors déjà, quand j'ai dit ça, j'ai perdu à peu près 85% de la population. Voilà. Après ça, je voudrais juste dire une chose, c'est que France 3 Régions a fait le travail. France 3, par département, par localité, a fait le travail. Je ne sais pas quel a été l'audimat. Je pense qu'il n'a pas été très important. Mais eux, ils l'ont fait. Oui, mais c'est un peu leur mission aussi, quelque part. Je sais, merci, mais t'as raison, Christine. Non, mais c'est un peu leur mission. Ce que je veux dire, la PQR aussi s'intéresse à ça. Mais ce que je dis, c'est simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un échelon qui nous est apparu quand même crucial dans la lutte contre le coronavirus. Au tout début, on en parle très très peu. On en parle très très peu, et qu'aujourd'hui, c'est bien dommage, parce que c'est vrai qu'au-delà on va dire des partis politiques, c'est que ça touche le quotidien au plus proche des Français, des citoyens. Donc je trouve triste et dommage que, alors déjà le débat sur les régionales, on parle surtout des partis et des personnes plutôt que du fond, alors qu'il y a des compétences qui sont quand même intéressantes. Et aujourd'hui sur les départementales, je plains les candidats qui ratissent la campagne, quoi. Voilà, donc j'ai découvert mes candidats dans mes professions de foi arrivés dans les boîtes aux lettres. Donc au moins ouvrez-les et puis essayez de faire votre petite campagne électorale chez vous dans la cuisine avant d'éplucher les légumes, quoi. Oui. Voilà.
Najwa. Non, mais c'est vrai qu'il est regrettable que ces élections départementales soient dans l'ombre des élections régionales. On l'a rappelé, notamment au regard des compétences importantes des départementales au niveau social. Et là, ça a été dit, c'est un échelon en effet de proximité. Et donc c'est vrai que c'est dommage. Mais le constat que je fais, c'est que les élections régionales ont une visibilité là, nationale. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi des ministres qui s'engagent et donc qui portent toute la lumière sur les élections régionales. Et là, contrairement aux départementales, vous avez des débats qui sont très médiatisés, où on parle des différentes compétences régionales, l'attractivité du territoire, la formation. Donc, donc un regret, c'est que intéressez-vous ça au passe départemental. En second lieu, les départementales. Le coup de cœur d'une auditrice, Marie-Hélène, qui nous dit « Je suis contente que Raphaël Nadal soit en demi-finale. » Voilà. C'est bien. Moi aussi. Moi aussi. Marie-Hélène, c'est pour ça que je le dis. Ça n'aurait pas été lui, je l'aurais pas dit. Donc, on est content de voir Raphaël Nadal qui va peut-être remporter un nouveau Roland Garros. Oui. Je ne sais pas si vous imaginez l'exploit que ça représente quand même, la longévité de ces deux joueurs de tennis. C'est absolument fantastique si on s'y intéresse un tout petit peu, le travail qu'il y a derrière. Et après, au-delà de ça, le personnage Nadal dans les... Intéressant, très intéressant. Je vous conseille de s'intéresser à la personne parce que souvent on critique les sportifs comme n'ayant que deux jambes et pas de cerveau. C'est très 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 réducteur, mais vraiment ce personnage-là, cet homme-là restera comme une légende du sport mondial, ça c'est clair. J'en profite, Valérie, Jean-Luc, pour saluer quand même, les Français ont été éliminés et les Françaises très vite en simple. En double, ils sont en finale, Herbert et Mahut. Et alors, en finale, enfin en demi-finale et finale pour les juniors, c'est 4 Français. Il y aura forcément un Français gagnant à la sortie de Roland Garros. Ce sera peut-être chez les juniors, enfin sûrement chez les juniors par obligation, et peut-être aussi en double. Voilà, je voulais juste le dire. Vive la jeunesse. Un petit cocorico. Allez. C'est peut-être la relève. Peut-être que la relève est là. Effectivement, on signale que c'est Nadal est face à Djokovic. Là aussi, on peut saluer la longévité, comme vous le disiez, Christine. Et de l'autre côté, l'autre demi-finale, c'est Alexander Zverev face au Grec qui a suscité quand même une certaine surprise. Et puis l'Euro de foot commence aujourd'hui, effectivement. Voilà, ça c'est côté nouvelle sportive. On se retrouve dans un tout petit instant et on va revenir sur la condamnation du gifleur d'Emmanuel Macron. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous débattons, nous commentons l'actualité après notre tour de table. Donc on va revenir sur la condamnation hier rapide, extrêmement rapide de Damien Tarel, condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes pour avoir giflé Emmanuel Macron. Mandat de dépôt, donc il a dormi en prison. Lors des réquisitions, le procureur avait réclamé 18 mois de prison ferme ainsi qu'une interdiction définitive d'exercer une fonction publique. Que pensez-vous ? Je vous rappelle que Damien Tarel a assumé sa gifle. Il a dit que c'était un geste plutôt violent, non maîtrisé, qui n'était pas réfléchi. Pour lui, Emmanuel Macron représente la déchéance de notre pays. Il dit, quand il s'est dirigé vers moi, ça m'a surpris. Quand j'ai vu son regard sympathique et menteur et qu'il voulait faire de moi un électeur, ça a provoqué du dégoût. Peine juste, peut-être l'avocate peut nous dire ce qu'elle en pense. Est-ce que c'est une peine juste ? Bon, l'objectif, c'est que la peine, elle devait être exemplaire. D'ailleurs, le procureur de la République le dit très bien. Il dit que il faut absolument que la peine soit exemplaire pour protéger nos institutions. Alors, est-ce qu'elle l'est ? Pour ne pas dire oui ou non, parce que vous savez, le juge, quand il prend un dossier, il regarde si le casier est vierge. Donc le casier de ce jeune homme est vierge. Il regarde les circonstances. Donc il semblerait que, au vu du dossier, son geste ne soit pas prémédité. S'il l'avait été, la sanction elle aurait été plus lourde, ce qui n'est pas le cas. Il fera de la prison, puisque en plus il y a un mandat de dépôt, donc 4 mois ferme. Mais je pense pas qu'il y ait un réaménagement de peine. Non, vous pensez pas ? Il y a des remises de peine normalement, non ? Non. Là, au regard des quelques dossiers que je suis, et il n'aura pas, à mon sens, je suis pas juge d'application des peines, mais le juge d'application des peines va pas, et là c'est ce que je pense, lui donner un avis favorable concernant un réaménagement de peine. Ça m'étonnerait au regard de ce qu'il a fait. Après, au-delà de la peine de prison,
Il a aussi une privation des droits de civiques et interdiction de 3 ans et interdiction de devenir fonctionnaire. Exactement, et interdiction en effet de devenir fonctionnaire à vie, puis une obligation de soins psychologiques. Après, il n'en a pas fini avec la justice, puisqu'il portait une arme, donc il y a une infraction aussi. Il avait une arme, j'ai pas vu ça. Oui, il semblerait qu'il était en détention d'une. Oui, c'est ça. Mais c'est chez lui qu'il avait une arme. Chez lui, en effet. Chez lui, détention d'armes illégale, et donc il sera jugé aussi pour cela en 2022. Donc voilà, il n'en a pas fini avec la justice. Oui. Alors Arnaud. Moi, je sais pas techniquement. Mais symboliquement, c'était le jugement rapide, une condamnation. Vous savez, si je prends des cas historiques, j'aime bien toujours me référer à l'histoire. Émile Loubet, en 1899, il est agressé par le baron de Christiani sur le champ de course d'Auteuil, qui était un baron monarchiste et anti-Dreyfusard, en pleine affaire Dreyfus. Il lui donne des coups de canne, il prend 4 ans ferme. Et il est gracié au bout d'1 an. Donc, comparativement, c'est faible par rapport à cet épisode historique, mais le contexte n'est plus tout à fait le même, et on n'a certainement plus les mêmes niveaux d'exigence que l'on avait peut-être par le passé dans ce domaine-là. Après, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est une peine qui a pour objet d'être finalement dissuasive vis-à-vis d'actes de ce type? Je ne suis pas sûr qu'elle le soit, en l'occurrence. 4 mois, bon, c'est pas... J'allais dire que c'est... Les juges, je veux dire, ont appliqué un principe de proportionnalité, vraisemblablement, dans le domaine. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir parfois la réaction de certains quant à cette peine. Alors, il y en a d'aucuns considèrent que c'est insuffisant, et d'autres qui considèrent que la justice a fait preuve d'une célérité dont elle ne fait pas preuve dans un certain nombre de situations. Donc on voit déjà des controverses et des polémiques qui commencent à apparaître. Mais politiquement, si vous prenez le jugement, est-ce que c'est exemplaire? Je ne sais pas si c'est exemplaire. Moi, il me semble que ça me paraît, vu de mon point de vue, assez adapté au regard de ce qui a été fait, même si ce qui a été fait était absolument inqualifiable et personne ne peut le justifier. Aller au-delà, est-ce que c'eût été véritablement perçu positivement? Je n'en suis pas sûr, en l'occurrence. Je n'en suis pas sûr. Oui. Christine? Oui, alors après, soulignons quand même que quand on dit qu'il a un jugement rapide, il avait quand même le droit, dans une comparution immédiate, de demander le report de l'audience et pour préparer sa défense. C'est son droit le plus absolu. Donc c'est lui qui n'a pas voulu. Et donc la comparution immédiate se déroule effectivement moins de 48 heures ou 48 heures après les faits. Donc le personnage, cette réaction-là aussi en dit long sur la volonté lui-même parce qu'il le regrette quelque part quand il dit qu'il n'avait pas l'intention et pas mesuré effectivement le geste qu'il allait porter. C'est vraiment un geste par instinct, je dirais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est les explications sur quand il explique le dégoût que lui procure. Alors c'est ça les mots, moi, qui m'ont intéressé dans les comptes rendus d'audience. C'est tout ce qui symbolise derrière, tout ce qui porte en lui, et puis aussi la personnalité de ce garçon d'une vingtaine d'années. Donc on voit bien la difficulté. Mais je pense que ça pouvait pas rester sans réponse non plus immédiate, parce que le geste est fort, est inadmissible à mon sens. On peut pas condamner la violence contre un maire rural, même verbal, et rester sans réponse avec un geste comme celui-là sur le chef de l'État. Depuis que la vidéo tourne, en plus il y a les images, donc c'est quelque chose de très fort, et c'est une image qui a fait le tour du monde. Donc je pense que le symbole de la réponse pénale est aussi important. 4 mois ferme, ça peut paraître beaucoup ou pas assez. Je fais confiance au juge pour ce coup-là, dire voilà par rapport au dossier ce que ça peut représenter en termes de condamnation. Voilà. Mais je pense qu'il était important d'avoir un signal dans ce délai médiatique, ce délai politique, qui est une réponse sur cet acte-là. Pour peut-être calmer, en tous les cas pendant un moment, calmer un tout petit peu les esprits. Est-ce que c'est ça le sens de la sentence? Peut-être. Oui. Je sais pas. Alors, Jean-Luc Benamias, vous le comprenez comment? Je suis très dubitatif.
pose quand même un problème, hein, c'est le problème de la sécurité autour du président. Clairement, c'est un problème fondamental. Hein. Et là, c'est allé loin parce que là, c'est qu'une baffe. C'est grave au niveau sensible et au niveau institutionnel, mais ça n'est qu'une baffe. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Voilà. Après, moi, je ne suis pas certain. Bon, le jugement, il est assez équilibré, me semble-t-il. 4 mois, est-ce qu'il va les faire ou pas les faire? J'en sais rien, parce que globalement, jusqu'à 1 an de condamnation, on ne fait pas de prison. Oui. Là, il va sans doute symboliquement en faire une grande partie. Voilà. J'arrête là parce que la personnalité de ce garçon, dire que c'était non pas préparé à l'avance alors que c'est en même temps filmé par son compère d'à côté, moi je veux bien, mais là aussi quelques doutes, mais je ne suis pas juge et je prends le résultat tel qu'il est. Je ne suis pas juge dans cette affaire. Alors beaucoup de nos auditeurs ont le sentiment d'une justice à 2 vitesses, c'est-à-dire ils disent les délinquants qu'on arrête, qui sont relâchés ou mis là. Si je recommande à ceux qui pensent ça d'aller dans les tribunaux passer une après-midi lors des situations de comparution immédiate. Voilà. Je pense que c'est une justice qui est très intéressante, les comparutions immédiates, parce que c'est du tout venant. Hein. C'est la justice qu'on appelle pratiquement du quotidien, de cette fameuse petite délinquance. Mais je pense pas qu'il y ait une volonté. Il y a une volonté effectivement de rappeler les grands principes. Et on ne gifle pas le chef de l'État. On va faire un parallèle avec le sport, Valérie. Dans le sport, vous mettez une gifle. Dans mon sport, c'est le handball, vous prenez un carton. Vous êtes exclu. C'est un principe de base. Donc, moi, je veux bien qu'on ait une justice à 2 vitesses, mais c'est un geste qui ne peut pas rester sans réponse. Que ne dirait-on s'il y avait eu de la prison avec sursis ou une simple amende ou un rappel à la loi? Qu'est-ce qu'on dirait? Je ne sais pas. Najoa. J'aimerais bien entendre. Non, mais c'est vrai que le débat tourne toujours autour... du fait que la justice est laxiste. Moi, je dirais pas ça. Et je le vois au quotidien, la justice n'est pas laxiste. Mais par contre, il y a un vrai problème d'application des peines. On revient aux places dans les prisons. Il n'y a pas assez de places dans les prisons. C'est ça le vrai problème. Par exemple, là, dans cette affaire, mais qui touche quand même le président de la République, il y a un mandat de dépôt. Dans d'autres affaires, le mandat de dépôt n'est pas automatique. C'est-à-dire que passe quelques mois avant qu'on aille chercher la personne pour aller en prison. Donc tout ça pour dire que le problème fondamental en France, c'est vraiment le problème de l'application des peines par manque de place en prison. Et puis des moyens pour la justice aussi. Les moyens de la justice pour que, la justice puisse être rendue plus rapidement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a aussi ce phénomène, ce problème. Allez, on marque une petite pause et on va parler de Gérald Darmanin et cette petite phrase à propos du Rassemblement national qui serait une marque satanique. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Donc, je vous rappelle les propos de Gérald Darmanin. Au second tour, il y a la volonté que le Rassemblement national ne gagne jamais une région. Pourtant, on l'évoquait pendant la pub, plusieurs régions sont quand même en passe de remporter cette élection régionale. On voit bien la marque satanique que représenterait une victoire du RN. Si un territoire est dirigé par un parti extrémiste, pensez-vous que les investisseurs étrangers viendront davantage? Non, ils iront dans un endroit plus acceptable. C'est ce qu'a déclaré Gérald Darmanin dans le bien public. Qu'en pensez-vous, les uns et les autres, cette phrase, ce vocabulaire? C'est peut-être le professeur de communication qui peut... on va parler du fond et de la forme, mais ces propos sataniques, c'est quand même un mot extrêmement fort. C'est le retour à la diabolisation. Mais c'est assez étonnant parce que je rappelle qu'il y a quelques mois, il y a eu un débat entre M. Darmanin et Mme Le Pen où M. Darmanin trouvait trop mou presque Madame Le Pen. Et là, il en revient à une rhétorique qui est une rhétorique d'hyper-diabolisation du Rassemblement national. Alors quant à son jugement sur les capacités morales du capitalisme, moi j'en doute en l'occurrence. Je ne suis pas sûr que le capitalisme n'a pas tellement de morale en l'occurrence. Il va où ses intérêts résident. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui,
si vous voulez, c'est un peu la limite de la stratégie quand même du président de la République et de sa majorité. Hein. On souhaite avoir véritablement l'offre politique du Rassemblement national au second tour de l'élection présidentielle. Et ben cette offre politique aujourd'hui, elle monte. On le voit dans tous les sondages, dans toutes les régions. Et à force de crier au loup, en effet, quelque part, on a une force politique qui est en train de s'installer et qui est en train de s'installer et surtout de renforcer l'idée qu'elle est devenue éligible. Oui. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et il est clair, me semble-t-il, que si, comme vous le disiez, un certain nombre de régions tomber dans l'escarcelle du Rassemblement national au soir du second tour de l'élection présidentielle, ça renforcerait l'idée que maintenant, l'offre de Marine Le Pen est une offre qui est devenue éligible. C'est-à-dire que l'idée qui pouvait encore réfréner un certain nombre d'électrices et d'électeurs considérant qu'il y avait un plafond de fer qui était de toute façon infranchissable, elle ne l'est plus. Mais quant au langage, mais la stratégie de rediabolisation, à mon sens, d'abord, il y a un problème fondamental, c'est qu'il faut arrêter. Le Rassemblement national aujourd'hui n'est plus le Front national des années 80. Ça, c'est une réalité. On peut en effet s'inquiéter de la montée du Rassemblement national, mais le comparer au millimètre près à ce qu'était le Front national des années 80, c'est à mon avis une erreur de lecture et une erreur d'interprétation. Et on voit bien que la stratégie de banalisation ou de dédiabolisation de Marine Le Pen, elle a fonctionné parce que tout simplement, elle est, on en parlera peut-être tout à l'heure lorsqu'on parlera d'Éric Zemmour, elle est elle-même doublée par sa droite. Il y a un certain nombre de mouvements, de courants politiques qui lui permettent presque mécaniquement de se recentrer. Oui, mais si on est très cynique, on peut dire aussi que ça va faire monter le RN, et pour Emmanuel Macron, c'est vraiment la bonne stratégie de continuer à vouloir, parce que ça ne fait qu'exciter les gens qui n'aiment pas Emmanuel Macron et qui ont envie de lui renvoyer dans la figure cette élection. Oui, mais avec le risque, encore une fois, de renforcer l'idée que Marine Le Pen est aujourd'hui une candidate qui est parfaitement éligible, et ça peut créer un appel d'air pour d'autres franges de l'électorat. Jean-Luc Benamias. Malheureusement, les faits sont là. Tout le monde voit bien qu'elle est devenue maintenant, et dans un certain nombre de régions, notamment, surtout en PACA, le Rassemblement national est devenu parfaitement éligible. Et qu'il fait partie du monde politique, comme on dit, normal. Je ne le pense pas, mais en tout cas, ça en fait partie. Moi, je pense que... Arnaud, tu as raison. Il y a une différence entre le Front National de Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Il n'y a pas beaucoup de différence à la base. Quand tu regardes quels sont les candidats et candidates qui se présentent, tu trouves toute l'ensemble des positions d'extrême droite existant en France, des pires positions d'extrême droite à des positions très proches de certains membres du Parti républicain. Moi, il y a un certain nombre de choses que dit Marine Le Pen ou que disait Marine Le Pen il y a quelques années qui sont reprises aujourd'hui même par La République En Marche, si on pense à l'immigration ou un certain nombre de sujets. Donc, il y a une espèce de banalisation généralisée. Bon, moi je pense qu'à ce niveau-là, les risques sont très importants d'une prise de pouvoir du Rassemblement national dans un certain nombre de régions, et je le répète, tout le monde voit bien ça dans les sondages, notamment en PACA. Voilà, on est dans une situation quand même extrêmement complexe au niveau, je le dis souvent sur Sud Radio, d'une 5e République, je le dis encore, qui est vraiment à bout de souffle au niveau de ses institutions et au niveau de la façon dont on monte des majorités parlementaires ou locales. C'est un vrai débat. Car maintenant, diaboliser, alors le terme satanique est complètement incroyable, il est idiot, mais le terme de dire qu'on ne peut pas laisser la direction de région au Rassemblement national est malheureusement une réalité, mais est-ce que tout cela va servir à quelque chose? Je n'en suis pas sûr. Oui. Christine Bouillot. Alors, il y a aussi ce terme, effectivement, la marque satanique, inspiré de Satan, donc ça en dit long sur le... C'est le diable. Oui, absolument. Il y a aussi une autre interview, moi, qui m'a intéressée, un peu dans le... Alors,
pas tout à fait sur la même ligne, mais c'est celle de Gabriel Attal dans les colonnes de Libération, où il dit que le LR est en train de devenir l'école des fans du RN, et le porte-parole du gouvernement qui appelle à réinventer le front républicain face à l'extrême droite dans l'entre-deux-tours des régionales. Voilà la teneur de son interview. Donc on voit bien que cette dualité se met, on va dire, en place à tous les niveaux, et que cette stratégie de se présenter comme étant le seul rempart contre le Rassemblement national, on verra bien dans les urnes. Parce que n'oublions pas qu'il y a un élément majeur sur lequel on discutait avec Jean-Luc tout à l'heure, qui va jouer à plein lors des prochains tours des régionales, ça va être la participation. C'est quand même un élément clé de ce scrutin qui va certainement être décortiqué. Alors, on a souvent dit qu'Emmanuel Macron était... on a souvent dit... Le on est très générique, qu'il n'était pas légitime parce qu'il n'avait fait que très peu de voix sur le premier tour, mais quel poids politique auront les présidents et présidentes nouvellement élus, avec une participation qui sera extrêmement faible. Oui. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et je trouve que de diaboliser, au lieu d'inciter les gens à venir voter, au lieu de les décourager avec ce genre on va dire de petite guerre de mots, je ne suis pas sûre que l'exercice soit pleinement rempli à la fin de la quinzaine. Oui, on a un auditeur, alors je lui pose la question sur Facebook, il dit: pour empêcher Marine Le Pen d'être élue, il suffit qu'Emmanuel Macron annonce qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle. Non, mais ça, je trouve que c'est intéressant. Je voudrais savoir si François va aller voter RN pour manifester son rejet d'Emmanuel Macron, ou si le vote RN est un vote d'adhésion, est-ce que c'est un vote de rejet ou un vote d'adhésion? Ça a été pendant de très longues années un vote, ce qu'on appelait un vote protestataire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus nuancé que cela. On voit bien qu'il y a une partie, en tout cas, de la sociologie électorale qui se tourne vers le Rassemblement national parce qu'elle adhère aux propositions et à l'offre politique du Rassemblement national. D'autres termes, ce qui était vrai dans les années 80, on se servait du bulletin Front National pour tout simplement exprimer une contestation d'un système politique dont on considérait qu'il ne répondait pas à ses aspirations. C'est bien moins vrai aujourd'hui que ça ne l'était par le passé. Ouais, en plus, depuis, entre-temps, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont quand même réussi à conquérir, certes, de manière encore marginale, un certain nombre d'exécutifs locaux avec des mairies où, on voit que un certain nombre de mairies du Rassemblement, le maire du Rassemblement national qui était candidat au municipal se sont fait réélire sans trop de difficultés lors des dernières municipales. Généraux, des conseillers régionaux, voilà. Ouais, mais pas mal d'auditeurs sont choqués. C'est honteux, nous dit Rennes à l'instant, venant d'un ministre de l'Intérieur, il lui donne encore plus de pouvoir. Moi, je ne crois pas du tout en la stratégie de diabolisation du Rassemblement national. Si ça marchait, ça se saurait, parce que quand on regarde les différents scrutins, les européennes, le score était extrêmement important. Quand vous voyez également les dernières élections départementales, là encore, vous avez des scores importants. Donc, je ne crois pas du tout à cette stratégie que j'estime inopérante. Après, comme le disait Arnaud, le Rassemblement national a évolué. Notamment sur la question européenne, où vous avez une Marine Le Pen qui veut plus sortir de l'Europe. Bien sûr. Ils sont pas tous d'accord en interne. Oui, par contre, et c'est là où j'y viens, c'est-à-dire que ce qu'il faut mettre en avant, c'est que déjà, il faut décortiquer ce programme économique pour voir l'impact que ça aurait économiquement parlant sur notre pays, donc de manière précise. C'est là où on pourrait contribuer au débat. Mais d'autre part, et j'en termine par là, d'autre part, et Christine le disait, au sein du Rassemblement national, mais ils sont complètement divisés. C'est-à-dire que vous parlez du droit des femmes, il y en a qui sont favorables, d'autres non. D'autres qui sont favorables au droit à l'avortement, d'autres non. D'autres qui sont favorables au rétablissement de la peine de mort. Et je vous passe les détails. Alors Marine Le Pen, je le disais, a tranché sur l'Europe, mais en tous les cas, ils sont extrêmement divisés en interne. Donc c'est quoi en réalité? Quelle frange du Rassemblement national va l'emporter sur l'autre? Qui n'est pas...
qui n'est pas divisé en interne aujourd'hui dans les formations politiques. Ouais, évidemment. Mais là, on dévie de notre sujet. Moi, je voudrais qu'on parle quand même de ce mot satanique employé par le ministre de l'Intérieur. C'est totalement excessif et ça rajoute à l'irrationalité du débat public. On ne peut pas d'un côté, si vous voulez, appeler à une rationalisation de l'argumentation politique et ensuite utiliser des formules qui ne font que, d'une certaine façon, donner l'impression que l'on verse dans l'irrationalité. Donc il y a quelque chose qui est totalement contradictoire entre la volonté, par exemple, du président de la République d'impulser, d'insuffler de la raison dans le débat public, et puis les mots du ministre de l'Intérieur qui utilise, à mon sens, une formulation qui est totalement inappropriée pour qualifier un mouvement politique. Alors on a le droit de ne pas partager les idées de ce mouvement politique, mais en l'occurrence, parler de satanisation, ça nous fait verser dans un univers qui me paraît plus proche du millénarisme de l'an 1000 plus que de la rationalité du XXIe siècle. Enfin, de la rationalité présumée. Les investisseurs étrangers, on a vraiment l'impression que c'est l'épouvantail qu'on agite avec des termes qui sont quand même assez basiques, comme on parlerait à des enfants. Attention, c'est le diable qui arrive et plus personne viendra te voir. D'autant que la réponse apportée par les élus du Rassemblement national, c'est regardez, dans les mairies, ça se passe bien. Après, c'est à vérifier, hein. C'est à vérifier, mais en tous les cas, ils sont à la tête de mairies, ils sont à la tête. Donc, moi, je pense vraiment pas que ce soit le bon positionnement. D'autant qu'il a changé, hein, le ministre, dans son positionnement. C'est-à-dire que au cours du débat qu'il a eu avec il avait dit à Marine Le Pen qu'elle était trop molle. Elle était trop molle, et puis il a entre guillemets démonté sur les chiffres. Et c'est là où vous pesez en fait dans le débat, où vous arrivez en fait à convaincre les personnes qui hésitent à voter Rassemblement national en disant voilà, elle n'est pas crédible, elle connaît pas les chiffres, voilà. Et je pense que c'est plus ce positionnement qui mériterait d'être mis en place plutôt qu'une diabolisation qui franchement, à mon avis, est contre-productive. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve pour continuer ce débat et parler d'Éric Zemmour, de son positionnement tout de suite après. À tout de suite sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio avec Jean-Luc Benamias, Christine Bouillon, Najwa El Haïté et Arnaud Benedetti. Nous parlions de la phrase de Gérald Darmanin qui semble bien contre-productive quand il évoque le RN en disant que c'est une marque satanique. Et je voulais qu'on parle d'Éric Zemmour. Dimanche, il déclarait: peut-être faudra-t-il passer à l'action, peut-être faut-il passer à l'action. Donc il envisagerait sérieusement de se présenter à l'élection présidentielle. Il rencontre des maires, il organise des levées de fonds, mais il attend de savoir qui sera le candidat de la droite avant de se présenter. Est-ce que c'est une hypothèse sérieuse à votre avis? Est-ce qu'il a envie de se présenter, Najwa? On le sent assez actif, hein. Comme vous le disiez, Valérie, il rencontre pas mal de monde, il est très présent sur les réseaux sociaux, donc il mène campagne virtuelle, mais aussi sur entre guillemets sur le terrain, c'est-à-dire que là c'est pas le tractage ou voilà, là quand je dis sur le terrain, c'est-à-dire qu'il rencontre des personnes qui seraient susceptibles de le soutenir. Après, une fois que j'ai dit ça, on sait que sur CNews il cartonne, mais c'est pas ça qui fait une élection. Non. Et d'ailleurs, des élus l'ont bien compris, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'en passant sur les plateaux, ça remplaçait une campagne de proximité. Vous allez voir les gens, vous boitez, vous distribuez. Non, ça ne remplace la télé ne remplace jamais une élection de terrain au plus proche des gens. Alors côté LR, ça semble déranger. D'ailleurs, d'après ce que j'ai, le RN aussi, hein, le RN bien sûr. LR serait tenté de lui proposer de participer à une éventuelle primaire. Donc voilà. Et puis le RN, bien sûr, Marine Le Pen, elle n'accueille pas vraiment cette candidature éventuelle qui se lancerait. Donc après, est-ce que ça favorise le président de la République actuel Marine Le Pen, pour elle, sa candidature fracturerait la droite et favoriserait c'est une réalité, Macron. C'est une réalité. Donc pourquoi cette stratégie, à votre avis? Moi, je pense qu'il faut attendre le résultat des élections régionales, parce que l'hypothèse Zemmour est potentiellement
possible si le Rassemblement national, enfin potentiellement possible de son point de vue à mon sens, si le Rassemblement national ne gagne aucune région parce que ça accréditera l'idée que là il y a un vrai problème de plafond de verre. Ceci dit, Zemmour, c'est une personnalité aujourd'hui qui est beaucoup plus clivante que ne l'est Marine Le Pen. Oui. Les positions qui sont les siennes sont des positions qui apparaissent beaucoup plus droitières. Lui-même dit d'ailleurs que Marine Le Pen, il considère que Marine Le Pen est une femme politique de gauche. Donc, il y a un avantage pour Marine Le Pen dans le moment présent, pour l'instant, tant qu'il n'est pas candidat, parce qu'il lui permet de se recentrer. Et une fois qu'il est candidat, et s'il arrive à être candidat, et là je vous rejoins, un capital éditorial, c'est pas un capital électoral, c'est deux choses différentes. Quel est aujourd'hui son potentiel électoral? Finalement, on n'en sait strictement rien. Il y a eu un sondage, je crois, il y a maintenant quelques mois, mais un sondage assez compliqué, un peu biaisé, me semble-t-il, où on le mettait entre 8 et 10%. Moi je demande à voir. L'attractivité éditoriale, encore une fois, de Zemmour ne garantit pas le fait qu'il puisse ensuite se lancer dans une aventure politique. Et puis il faut se transformer en homme politique, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Et puis voir la stratégie qu'il a. Où est-ce qu'il se situe? Christine Bouillot? Oui, alors on voit effectivement sur les réseaux sociaux, sur le terrain, même des comités qui se mettent à tracter, même qui sont déjà actifs. Donc il y a un désir de Zemmour chez certains et chez certaines. Après être candidat et le candidat à la présidence de la République, c'est vrai que le costume est quand même un petit peu différent que d'être polémiste et de déverser sa théorie sur des plateaux télé avec des vues sur YouTube et des téléspectateurs, parce que Éric Zemmour, on ne l'entend pas sur des sujets qui sont du quotidien, par exemple. C'est ça aussi une campagne électorale. Oui, il n'est pas lancé pour l'instant. Non, mais il est sur ses thèmes de prédilection, il flirte avec un électorat, ou en tous les cas des personnes, enfin des sujets qui lui sont tout acquis et sur lesquels il est en boucle, quelque part. Donc il n'a pas de proposition, il fait pas de proposition, il ne fait que critiquer des actions, c'est-à-dire que être dans la critique, c'est effectivement un exercice qui quelque part est plutôt pas facile, mais où on est plutôt à l'aise dès qu'il faut rentrer dans l'action et agir et proposer des choses pour inverser des tendances. C'est vrai que c'est un petit peu plus complexe. Donc je suis dubitative. Ce qui est certain, c'est qu'il est extrêmement clivant. Il se passe des choses autour de lui et qui sont à observer parce qu'il porte quelque chose aussi, c'est pas pour rien. Donc là-dessus, on est d'accord pour dire qu'il va se passer des choses. Moi, je rejoins Arnaud sur les élections régionales. On le sait tous maintenant. C'est on va dire le marchepied pour la présidentielle. Ça va être le mouvement des plaques tectoniques, peut-être derrière ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va se passer énormément de choses dans les mois qui viennent. Moi, ce qui m'interpelle, c'est tous ceux qui espèrent aussi et qui disent que si Emmanuel Macron, par exemple, se représente et est réélu, par exemple, ça va être la fin du monde. C'est toute cette, on va dire, ce côté complètement jusque-boutiste dans les propos des uns et des autres, où on voit que le débat va être très compliqué quelque part. C'est dans l'approche de tous ces sujets, immigration, violence, sécurité, quand on va le déplacer sur d'autres sujets, est-ce que, par exemple, un candidat Zemmour sera à la hauteur de ce qu'il porte aujourd'hui pour faire avancer des dossiers, mais qui pourra rassembler, je sais pas. Jean-Luc, est-ce qu'il a effectivement un espace qui serait celui d'une droite qui rassemblerait à la fois du LR et du RN? J'en crois pas un mot. Mais pas un mot du tout. Je pense qu'il y a d'autres candidats d'extrême droite à côté qui veulent se présenter, qui pourraient se présenter, comme M. Philippot, comme Monsieur Ménard, et j'en oublie sans doute. J'en crois pas un mot. C'est de la promo, c'est bien, c'est un personnage médiatique, c'est indéniable. Moi, ce que je pense surtout, c'est que au soir du premier tour des élections régionales, qu'il y ait possibilité de victoire du Rassemblement national ou pas sur une des régions, c'est que dans quasiment 2/3, si ce n'est un peu plus des régions, le Rassemblement national sera en tête dans toutes ces régions, dans 2/3 des régions. Oui. Et ça va être à ce niveau-là. C'est ce qui sera malheureusement très nouveau. Malheureusement, je le dis et je l'affirme, très nouveau. Et donc, ça ne jouera en rien par rapport à Éric Zemmour. Bon, Éric Zemmour, quelle dérive, quelle dérive. C'était un garçon que j'ai connu il y a
30 ans, 40 ans, avec qui il est agréable de discuter. Là, tout d'un coup, il a pété les plombs, quoi. Je veux dire, il se croit extrêmement connu. Alors, s'il allait au bout, je vous donne le score qu'il ferait, entre guillemets, hein, en gros, hein, il ferait entre 1 et 3%. Marine Le Pen n'a aucune raison d'avoir peur d'Éric Zemmour, mais strictement aucune. Ouais, vous êtes d'accord, Arnaud Benedetti? C'est difficile de le dire. Moi aussi, je pense qu'il a encore une fois un potentiel électoral qui est certainement très inférieur à ses ventes d'ouvrages dans l'absolu. J'ai du mal à penser aujourd'hui. Et puis non, il prend un autre risque. C'est-à-dire qu'il prend le risque d'être celui qui va fragiliser finalement la candidature du camp dont il est quand même le plus proche. Donc est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de cette démarche? Ça, c'est un vrai sujet. Mais la question, c'est de savoir aujourd'hui, Zemmour, c'est combien de divisions? Et je ne vois pas les Républicains quand même se rallier, même dans le cadre d'une primaire, à une candidature Zemmour qui les droitiserait, qui les placerait tout d'un coup soudainement à la droite de Marine Le Pen. Enfin là, il y a quelque chose que je ne saisis pas. On verra. Alors soit il fait monter les enchères, effectivement. Après, la situation étant tellement liquide aujourd'hui que tout est possible. Mais bon. Est-ce qu'il y croit vraiment? C'est le symbole aussi d'une droite fracturée et fragile aujourd'hui. Oui. Jean-Luc, un dernier mot. Je vois pas comment une primaire à droite, déjà c'est très compliqué, vous le savez. Je vois pas comment Éric Zemmour pourrait participer à une primaire des Républicains. Non. Merci à tous les quatre. Très bon week-end sur Sud Radio. On se retrouve lundi. À très vite.